Alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il faut vraiment traiter le bois? Eh bien, 90% des fois, je dirais oui. C'est pour ça, dans cette émission, nous allons voir tous les produits qui sont disponibles dans le commerce. Pourquoi justement? Eh bien, il y a les intempéries, l'eau, le vent, il y a aussi la saleté, puis il y a l'escalier pour éviter les griffes ou antidérapant. Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez protéger votre bois, vous devez vous poser quelques questions pour choisir le bon produit. Le support déterminera le choix de la finition. Dans le cas du bois, il faut surtout tenir compte de la classe de durabilité. Celle-ci va de 1, très durable, à 5, non durable. Le bois des classes 1 et 2 ne nécessite aucune finition ni aucun traitement. Il en va de même du moins en théorie pour la classe 3. Ces types de bois peuvent bien sûr être traités pour des raisons esthétiques. Les essences de bois des classes de durabilité inférieure, comme le pin ou les résineux, ne conviennent pas à une utilisation en extérieur. Elles doivent donc être traitées, mais comme le bois est vivant, surtout à l'extérieur, il est préférable de choisir un revêtement protecteur élastique adapté au bois. Le MDF nécessite également une couche de finition. Ce matériau est disponible en version brute, mais ceux qui veulent gagner du temps peuvent opter pour le MDF déjà revêtu d'une couche de fond blanche ou colorée. Et la question suivante est de savoir à quoi vous destinez ce bois. Cela aussi peut donner une indication sur le type de finition dont vous aurez besoin. Par exemple, un escalier nécessitera une finition résistante aux rayures et antidérapante, généralement en vernis. Ou encore, le vernis d'un plan de travail de cuisine doit donc également résister aux produits d'entretien. Le parquet doit également être protégé des rayures, mais vous préférez ici conserver l'aspect naturel. Il est aussi possible de donner une couleur à un meuble, mais il faut généralement lui appliquer une couche de vernis par la suite. Les planches de terrasse doivent être protégées contre la pourriture du bois et les rayons UV, tout en conservant leur aspect bois. Votre bois sera-t-il utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur? Fera-t-il l'objet de passages fréquents? Autant de questions qui peuvent vous orienter vers la bonne finition, et chaque finition possède certaines propriétés qui peuvent vous satisfaire. Lisez donc toujours attentivement l'emballage avant de faire votre choix. Chaque type de finition a un aspect différent, mais souvent aussi un mode de protection différent. Et pour ça, il faut donc aussi se demander ce que l'on veut obtenir. Voyons quels sont les types de finition que vous pourriez utiliser. L'huile est une couche protectrice non filmogène. Elle pénètre profondément dans le bois et le nourrit tout en le protégeant de l'humidité et éventuellement des UV sans laisser de couche dure visible. L'huile est parfaite pour protéger les bois tendres et le cèdre où les bois qui se dilatent, se rétractent et s'altèrent fortement. On doit toutefois reposer une couche d'huile chaque année. Il existe des huiles naturelles et synthétiques pour des applications intérieures ou extérieures. Ici, vous pouvez choisir une huile transparente comme finition ou une huile semi-transparente et colorée pour votre bois. La structure de votre bois reste visible avec ce dernier, mais votre bois prend également une légère teinte. Celle-ci peut imiter un autre type de bois mais est également disponible en couleur. Notez toutefois que le bois reste visible et que c'est lui qui déterminera la couleur finale. La lasure pénètre également dans le bois, mais un peu moins profondément que l'huile. Elle forme une couche élastique après l'application, celle-ci peut être fine et non filmogène ou épaisse et donc filmogène. Plus la quantité de lasure est importante et plus le film sera épais. La lasure ou glacis, si vous utilisez l'origine allemande, imprègne le bois, le protégeant de l'humidité et des conditions météorologiques. Le bois peut continuer à respirer, il n'y a pas de cloquage, c'est pourquoi cette méthode est souvent choisie pour protéger le bois extérieur. Notez que certaines essences de bois préfèrent la lasure, tandis que d'autres fonctionnent mieux à l'huile. Savoir quel type de bois vous possédez est donc important.
La lasure est légèrement plus durable, mais même dans ce cas, vous devez rafraîchir régulièrement la couche protectrice si vous souhaitez que votre bois reste protégé. Il existe des lasures à base d'eau ou de solvant pour l'intérieur ou l'extérieur. Elles sont généralement incolores, comme l'huile, mais il existe aussi des produits additionnés de pigments qui peuvent colorer votre bois. Dans les deux cas, la structure du bois reste clairement visible. Et plus la lasure est foncée, plus la protection contre les UV est importante, ce qui signifie que votre bois risque moins de vieillir. La troisième forme de protection, c'est le vernis. Le vernis doit être considéré comme une laque très solide et totalement transparente, dans laquelle on peut voir les nervures de votre bois. Toutefois, la structure du bois est plutôt perdue. Le vernis ne pénètre pas dans le bois, mais forme une couche protectrice brillante. Et même pour les vernis, il existe des variantes à base d'eau ou de solvant. Vous le savez, les termes vernis et laque sont souvent utilisés de manière interchangeable, ce qui crée une certaine confusion. En effet, bien qu'elle constitue une solide couche protectrice, elle n'est pas aussi élastique que le vernis. Si le bois se dilate, ce qui se produit plus rapidement à l'extérieur, le vernis se fissurera et s'écaillera avec le temps, après quoi la protection forcément disparaîtra. Le vernis pour bateau est une exception à cette règle. Les vernis sont généralement incolores, mais il existe également des variantes pigmentées. Comme l'huile et la lasure, la structure du bois reste visible contrairement à la laque. Il existe également des vernis dotés d'un filtre UV intégré. La laque ou la peinture déposera une couche protectrice sous laquelle les veines du bois, la texture du bois et la couleur du bois seront forcément complètement recouvertes et cachées. Et là encore, il existe une différence entre les variantes à base d'eau et celles à base de solvant. Les peintures solvant ou alkydes sont des peintures à base de solvant. Elles forment une couche plus dure et sont donc plus résistantes aux chocs et aux rayures ainsi qu'à l'humidité. Les peintures alkydes sèchent plus lentement que les peintures à l'eau, ce qui facilite leur application, car vous disposez de davantage de temps. Vous pouvez également laver la dernière couche, ce qui est parfait pour les surfaces exposées à l'humidité et à la saleté, comme par exemple les armoires de cuisine. Pour les peintures alkydes, nettoyez les pinceaux avec du white spirit. Les peintures à base d'eau ou les peintures acryliques sont quant à elles plus résistantes aux UV et conservent donc mieux leur couleur et leur brillance. Cela en fait immédiatement une bonne solution pour les applications extérieures. Les peintures acryliques provoquent moins de nuisances olfactives et sont donc plus agréables à utiliser. Les pinceaux et le matériel de peinture sont également plus faciles à nettoyer après utilisation car vous pouvez les rincer à l'eau. Notez que vous devrez transporter les eaux usées à la décharge. D'ailleurs, ceux qui optent pour la laque ou la peinture doivent d'abord appliquer un apprêt sur leurs pièces. En effet, le bois est un matériau poreux et possède une certaine capacité d'aspiration. Sans apprêt, le bois absorbera le liant de la peinture, ce qui rendra votre peinture beaucoup moins adhérente et vous obtiendrez des différences de couleur. Donc pour éviter cela, utilisez un apprêt à effet garnissant. Quel que soit le produit utilisé, il est toujours important de bien le remuer avant de commencer. C'est comme ça que vous mélangez tous les pigments et ingrédients en un tout homogène. Utilisez un bâton et mélangez bien le produit de bas en haut. Et pour commencer rapidement ou par une grande quantité de produits à mélanger, montez sur votre perceuse une tige spéciale pour mélanger la peinture. On s'est déjà longuement attardé sur le choix de la bonne finition, mais un facteur supplémentaire peut commencer à déterminer votre choix, le niveau de brillance souhaité. Et ceci est particulièrement important pour les vernis et les peintures. Les niveaux de brillance les plus couramment utilisés sont le mat, le soyeux ou le satiné et le brillant. Il existe également des formes intermédiaires telles que super mat, semi-mat, semi-brillant ou à haute brillance. Notez que les peintures à base de solvant existent en version soyeuse et à haute brillance. Les peintures à base d'eau n'offrent pas ce degré de brillance. Vous avez le choix entre des peintures mates, soyeuses et brillantes. Et juste pour votre information,
Plus le produit est brillant et plus il est durable et facile à nettoyer. Mais plus il est mat et moins les irrégularités du support seront visibles. Chaque type de finition a son propre mode d'application. Chaque produit étant également différent, vérifiez toujours soigneusement les instructions avant de commencer. Et puis il existe 3 différentes manières d'appliquer une telle couche. Avec un pinceau, avec un rouleau ou encore avec un appareil de pulvérisation. Pour chacun de ces moyens, voyons quelles sont les options possibles. Et il existe donc différentes formes de pinceaux pour différentes applications. Vous pouvez les utiliser pour tout type de finition. La brosse plate ou pinceau plat est disponible en différentes épaisseurs selon le travail effectué. Ce type de pinceau est principalement utilisé avec les lasures, les lacs et les vernis et convient mieux pour peindre de grandes surfaces. Une variante de ce type de brosse est le pinceau à radiateur. Il s'agit d'un pinceau étroit doté d'un long manche courbé. Ce pinceau sert à peindre les endroits difficiles d'accès comme à l'arrière des radiateurs ou des tuyaux. La brosse carrée, ce large pinceau rectangulaire, permet d'appliquer une large quantité de peinture. Elle est donc idéale pour les grandes surfaces. Les longs poils permettent d'appliquer une bonne couche couvrante, même sur des murs irréguliers et rugueux, comme un mur en briques. Le pinceau rond a une surface plus petite et est utilisé pour des surfaces plus petites, souvent plus texturées. Il est principalement utilisé pour peindre. Ce type de brosse existe également en différentes épaisseurs en fonction du travail effectué. Les pinceaux pointus sont une variante des brosses rondes et sont principalement utilisés pour les travaux de précision. Lorsque vous choisissez votre pinceau, veillez également à ce qu'il soit adapté aux produits synthétiques ou à base d'eau. Les pinceaux adaptés aux peintures synthétiques sont en poils de porc. Ces poils sont fendus à l'extrémité afin de bien absorber la peinture et de la répartir de manière optimale. Parce que les peintures à base d'eau font gonfler les poils. Et les pinceaux adaptés aux peintures à l'eau ont des poils synthétiques. Les peintures acryliques n'ont pas de propriété de lissage comme les peintures alkydes et les poils sont donc beaucoup plus fins pour ne pas laisser de traces. Les rouleaux comme les brosses s'utilisent pour tout type de finition. Il existe également de nombreuses différences entre les rouleaux en termes de taille, mais aussi de matériaux. Les rouleaux en feutre ont une fourrure courte et douce. Ils absorbent beaucoup de peinture pour un résultat lisse. Ils conviennent mieux aux peintures alkydes et acryliques. Les rouleaux pour mur sont principalement utilisés pour l'application de peinture murale. Plus le mur est texturé et plus la brosse doit être épaisse. Les rouleaux nylon sont adaptés aux produits agressifs tels que les peintures époxy ou à 2 composants. Les rouleaux en mousse sont adaptés pour les peintures laquées. Il existe des rouleaux à bord droit et à bord biseauté. Le côté droit sert pour l'après, le côté biseauté pour la finition, car il y a moins de chevauchement après l'application de la peinture. Mais vous pourriez également vaporiser ou pulvériser certains vernis et peintures, ce qui peut se faire à l'aide d'une bombe aérosol ou encore d'un pistolet à peinture. Il est important de toujours pulvériser parallèlement à la pièce, sinon vous obtiendrez une différence dans l'épaisseur de la couche. Lorsque vous pulvérisez, assurez-vous toujours que votre pièce soit bien ventilée et dépoussiérée, de préférence sans courant d'air. La bombe aérosol est un moyen de peindre prêt à l'emploi. On la choisit surtout pour les petits travaux et elle permet d'obtenir un résultat sans trace. Cependant, l'aérosol doit être à température ambiante, tout comme les surfaces à peindre. On secoue bien l'aérosol avant utilisation afin que tous les composants soient bien mélangés. Et on vaporise toujours sur une pièce d'essai avant de commencer et garder une distance d'environ 10 à 15 cm. Pulvériser en fines couches, de gauche à droite et de retour, en faisant chevaucher les différentes bandes. Terminé ? Eh bien, retournez la bombe aérosol et pulvérisez jusqu'à ce que seul le gaz sorte. Ce qui évitera des blocages causés par une peinture qui a séché et vous pourrez continuer à utiliser la bombe par la suite. Vous pourrez également pulvériser de la peinture à l'aide d'un pulvérisateur. La technique est similaire, mais pour de plus grandes surfaces. En revanche, le nettoyage prendra davantage de temps. Il existe différents types de pulvérisateurs, chacun avec ses caractéristiques.
Traditionnellement, on a un pistolet à peinture connecté à un compresseur. Comme cette technique entraîne de nombreuses pertes, elle n'est plus trop utilisée. Les pulvérisateurs LVLP améliorent cette technique et conviennent bien aux peintures fines. Avec le HVLP pour grand volume et faible pression, une grande quantité d'air est expulsée de la buse à faible pression. Cette technique permet d'obtenir un résultat précis et de contrôler la direction de la pulvérisation. Pour cela, il faut que la peinture soit fine, donc il faut souvent diluer la peinture. Ce type de pistolet n'est pas conçu pour aller vite, il vise la précision et convient particulièrement aux petits projets. Le XVLP utilise la même technologie, ici avec davantage de puissance, et il fonctionne encore plus finement. Avec la pulvérisation de peinture sans air, vous travaillez sans le flux d'air. La peinture est aspirée directement du seau et expulsée du pistolet sous pression. Vous travaillez plus rapidement et n'avez pas besoin de peinture diluée, ce qui convient mieux au grand volume. C'est un peu plus difficile à utiliser et un peu plus cher. Voilà, vous avez choisi la finition pour votre bois, vous savez comment vous allez l'appliquer. Il vous reste un point à prendre en considération et ça, c'est votre propre sécurité. Il est en effet important de protéger ses poumons, en particulier lors de la pulvérisation. La fine vaporisation de peinture est nocive, c'est pourquoi vous devez toujours utiliser un masque spécial, même à l'extérieur. Un masque anti-poussière ordinaire n'offre pas une protection suffisante. Alors, choisissez toujours un masque adapté à la pulvérisation des peintures. Pour les masques anti-poussière, c'est indiqué par une valeur FFP où 1 protège le moins et 3 le plus. Vous jetez votre masque après chaque utilisation ou lorsqu'il est saturé. Un demi-masque s'adapte bien au visage, ce qui en fait un meilleur choix. Ces masques sont dotés d'un ou deux filtres remplaçables. Dans ce cas, choisissez évidemment des filtres adaptés à votre masque et au travail que vous souhaitez effectuer. Il est également préférable de se protéger les yeux. Il convient donc de porter des lunettes de sécurité, et surtout si vous pulvérisez. Et en cas de projection dans les yeux, rincez rapidement. Pour les peintures à base d'eau, utilisez de l'eau. Pour les peintures solvant, utilisez un produit pour les yeux. Il est également préférable que votre peau entre le moins possible en contact avec la peinture ou d'autres produits. Portez des gants lors de l'application du produit. Et puis, portez des vêtements appropriés. Pour de grands travaux ou la pulvérisation, une combinaison jetable peut s'avérer utile.